Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue ou rebonsoir pour les gens qui étaient là déjà à la séance de tout à l'heure. Bienvenue à cette projection de funérailles de Boris Lehman, donc le tout dernier chapitre de son œuvre Fleuve Babel qui s'étend sur plus de 30 ans. Donc pour les quelques personnes qui nous rejoignent, juste un mot mais très rapide parce que c'est évidemment complexe à résumer une œuvre pareille, mais Babel, c'est plus de 30 heures de film, à la fois journal intime, aussi romance autobiographique, que Boris Lehman a réalisé entre 1983 et 2016. Et ce soir, donc cette projection, ça clôt aussi une semaine de projection, puisque on a commencé mardi passé à projeter le premier épisode de Babel, et puis ensuite tous les jours, eh bien, on a projeté un film, un chapitre de Babel, de cette œuvre jusqu'à ce soir, avec les 2 derniers épisodes. Vous dire aussi que cette soirée est organisée avec la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. C'est une section évidemment avec laquelle on collabore beaucoup, donc à travers évidemment nos archives, puisqu'il y a plusieurs projets doctoraux qui sont en train d'être menés dans nos archives sur plusieurs sujets, sur vraiment où les recherches sont faites à partir des documents qui sont archivés dans nos collections, mais aussi à travers des cours, à travers des rétrospectives et des colloques. Et alors là, je fais une toute petite parenthèse, puisque je vous invite à assister au prochain colloque qui est organisé par la section de cinéma et l'Université de Lausanne, qui a lieu les 7 et 8 avril, ici au Cinématographe, et qui sera consacré à l'histoire des cinémathèques, à l'histoire des ciné-clubs aux cinémathèques, et en particulier à l'histoire institutionnelle aussi de la Cinémathèque suisse, puisque c'est un des projets doctoraux justement qui est mené dans nos archives. Mais ça, c'est pour plus tard, et pour leur funérailles, donc pardon, je l'ai dit, le dernier chapitre de Babel, où Boris Lehman, vous avez décidé de mettre en scène vos funérailles. Donc je ne sais pas si vous voulez dire un mot avant qu'on voit le film. Non, le titre c'est Funérailles, c'est pas mes funérailles, c'est Funérailles, entre parenthèses, de l'art de mourir. C'est donc, on peut dire un film testament, c'est mon dernier film, je n'en ferai pas d'autres. Donc, le film a déjà été tourné il y a à peu près 2 ans, mais il vient d'être terminé, il n'a pas encore été montré donc, en public. Donc c'est la première projection. Voilà, je n'en dis pas plus. Ceux qui auront vu des épisodes précédents pourront faire le lien, sinon on peut le voir comme un film autonome aussi. Voilà. Et on se retrouve aussi, comme avant, à la suite de la projection pour une discussion aussi avec François Albera, qui est donc professeur de la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. Voilà, bon film à toutes et à tous. Merci. Quart d'heure, je pense. Merci beaucoup. C'était un peu émouvant pour moi, c'est la première projection. Je ne sais toujours pas très bien ce que j'ai fait, mais voilà, je l'ai fait. Voilà. À vous de m'expliquer ce que j'ai fait. C'est difficile. Parler. Peut-être que quelqu'un veut s'exprimer. Monsieur le philosophe. Ah, oui. Samuel. La toute fin, la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer Toute la fin. Pourquoi le temps des cerises? Parce que ça sonne faux, ça chante faux. Ça sonne faux, ça chante faux. Et autant il y avait une esthétique souvent musicale qui revenait dans certains films avec Palestine ou avec... autant là, c'est une fin qui sonne faux, alors c'est à toi de m'expliquer. Je ne sais pas, c'est la vie de tout le monde. Non, je ne sais pas. J'aurais une explication qui se relie à quelque chose qui m'a frappé, et j'avais déjà pensé à ça au film de tout à l'heure, c'est l'usage de l'intertitre style cinéma muet. Donc tu es allé chercher des cadres un peu ouvragés, des intertitres un peu prestigieux, disons, comme ça. Et puis il y a cet usage un peu, qui fait un peu, comment est-ce qu'on peut dire, désuet, quelque chose magique, comme ça. Oui, lanterne magique ou cinéma muet.
on pourrait dire le cinéma muet était coutumier d'histoires de fantômes, ou même de morts vivants, Dreyer. Ça ne manque pas, on était plus enclin à montrer ce genre de choses que de faire un cinéma réaliste. Enfin, avec le cercle, c'est aussi un élément du cinéma muet des génériques. Pas générique soit au début, soit à la fin. Dans les années 20, on fait volontiers genre de choses. Moi, j'ai vu ça comme ça, donc une espèce de petit entourage, comme on fait un cadre un peu, quoi qu'il en soit, de ce qu'il y a sur la photo, disons. C'est nostalgique, c'est une amie qui m'adresse une chanson. Pour moi, elle ne chante pas faux, c'est l'orgue de Barbarie. Disons que Le Temps des cerises, c'est une chanson plutôt... Enfin, qui a une thématique, ou en tout cas qui fonctionne par rapport à quelque chose qui n'est pas tellement impliqué dans le reste du film. Non, ça c'est vrai. Bon, je ne crois pas qu'on va épiloguer là-dessus. Non, d'accord, on va c'est un choix. Épiloguer, justement, c'est un épilogue. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? J'ai aussi conçu justement le générique comme une séquence, comme une scène, pas juste comme un générique pour mettre les noms. C'est pour ça qu'il fallait la nourrir de quelque chose. Bon, ça ne t'a pas plu, mais... D'accord. Non, je pensais que l'épilogue, proprement dit, c'est-à-dire ton monologue sur fond de bobine de film, où tu dis qu'est-ce que j'ai cherché, enfin tu revendiques une espèce de fiction qui a été tout ton cinéma, et avec cet épisode de la date erronée éventuellement du départ de tes parents de Pologne, et je pensais que ça donnait une clé, enfin si on veut, à l'ensemble de ton cinéma. Mais sur ce film-là en particulier, j'avais auparavant déjà trouvé qu'il y avait quelque chose d'explicité qui était que on ne filme pas tant quelque chose qui a lieu, ou même une performance, ou ni on ne reconstitue quelque chose, mais on filme des possibles, des situations possibles, des relations possibles. Parce que on peut dire que c'est comme si on avait un choix, un éventail de choix sur l'enterrement, le cortège funéraire, le lieu où on enterre, la cérémonie, etc. Car rien ne concorde, disons, hein, ça a pu frapper tout le monde, rien ne concorde, c'est-à-dire qu'on va en direction de la colline de Waterloo et de la pyramide aztèque qui se trouve sur ce lieu, ça nous renvoie au tout début de Babel, et puis après tu es enterré dans le jardin du sculpteur, de même que tu vas essayer des cercueils, tu dis oui, ben celui-là est pas mal, je crois que je vais le prendre après l'avoir essayé, et puis tu es transporté dans un truc pour les skis, je ne sais quoi, enfin, qu'on met sur les voitures, un porte-bagages de voiture, enfin, donc il y a toute une série en fait, exactement comme à la recherche du lieu de ma naissance, où il y avait des éventualités, des hypothèses que tu fais, c'est des hypothèses qui sont essayées par la mise en scène. Le fait que tu sois chaque fois là donne évidemment une cohérence, parce que c'est le même acteur qui joue toutes ces situations, mais c'est néanmoins, il y a néanmoins cette idée, ça m'a un peu frappé. Variation. Des variations, autour d'un thème. Comme ça, des espèces de variations paradigmatiques, pourrait-on dire. Hein. Pourrait y avoir ça ou ça. Oui. Oui, non, c'est assez général dans ton cinéma. Comme hier, on part dans le Grand Nord russe, et puis dans le contre-champ, on est au parc Gorky à Moscou. Donc finalement, c'est des constructions tout à fait fabriquées, enfin, des choses possibles, des choses imaginaires. Donc je trouve que de dire à la fin,
je n'ai fait que de la fiction avec ma vie. Ce qui peut aussi se renverser en ma vie, ce qui est plutôt ce que tu veux dire, mais moi je le prends d'abord au niveau de la manière dont l'écriture cinématographique fonctionne. Ça peut être aussi ma vie est devenue une fiction parce que j'ai pas cessé de la filmer, mais ça n'enlève pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est une remarque au passage. Il me semble quand même que le petit détail sur les parents est une clé, parce que quelque part, ça s'appelle l'art de mourir, mais on ne voit pas Boris mourir. On le voit essayer le cercueil, mais on ne le voit pas mourir. Il n'y a rien de vraiment funèbre ou morbide dans le film. Ça, c'est... La toilette funèbre, tout de même, n'est pas du... Mais... il y a un peu dans la situation d'un Christ avec l'éponge. Hein, mais ce que je veux dire, c'est... Ah non, l'éponge, c'est parce que c'est le rituel de la mort. Bon, c'est pas forcément christique. Mais ce que je veux dire, il me semble que c'est beaucoup plus proche de quelque chose de très infantile. Assister à ses propres funérailles, faire croire aux autres qu'on est mort sans l'être. Et il me semble que là, il y a tout d'un coup, à la fin de Babel, une espèce de réalisation de quelque chose qui était peut-être un motif initial, puisque toute la quête de Babel, c'est quelque part où vous êtes, mes amis, soyez autour de moi, je vais vous filmer, je vous appelle un par un. J'essaie de répondre à ta question, qu'est-ce que tu as fait, hein, et qu'est-ce que je vois dans cette clé. Je le vois pour la première fois. Je dois rien dire là-dessus. Oui, infantile, comme un enfant, oui, d'accord, il y a une espèce d'innocence. Jouer à la mort, oui, bien sûr. Il y a ce côté performatif, bien sûr, hein, dans beaucoup de mes films. Performance. Donc... mais la performance, c'est une épreuve. Hein. Il faut quand même aller dans le trou, s'étendre sur la terre. Ce n'est pas... Je dirais pas sans danger, mais il y a une certaine angoisse, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr, il faut quand même sentir le frisson, sinon c'est pas... c'est pas le jeu. Et aussi faire ce cortège funèbre avec autant de figurants, qui sont tous mes amis, bien sûr. Voilà, il faut l'organiser. Voilà, c'est peut-être un peu culotté, c'est un peu grotesque, je sais pas. Non, mais je crois que c'est quand même, quelque part, en synthèse, l'idéal de tout ce que tu as, de beaucoup de choses que tu as cherchées dans les films antérieurs. C'est le motif du rassemblement. Oui, d'accord. Et puis, même avec toute l'ironie, et tout le... il y a quand même une oraison, il y a quand même un éloge, etc. Donc, les choses sont ce qu'elles semblent être. Normalement, je ne peux plus répondre, hein, je suis mort. Ouais. Et s'agissant des souvenirs d'enfance, puisque finalement, à la fin, il en énumère un, qui est le chien berger qui l'a mordu et qui a durablement déterminé une angoisse à l'endroit des chiens. Et puis la première scène, c'est avec Cannelle, qui contredit d'avance. Où là, on a donc suturé le traumatisme infantile, et même on pourrait dire Cannelle, c'est Pénélope, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? C'est pas seulement le brave chien, je sais pas comment il s'appelle dans l'Odyssée, Eumée, c'est le serviteur, non, mais comment s'appelle le chien? Non, il a un nom. C'est le chien de l'Odyssée, oui. Le chien, le chien. Bien sûr. Le chien du retour. Et là, c'est plus que simplement reconnaître son maître. Il y a une véritable idylle. Voilà. Oui, ça me semblait clair, donc ça, c'est intentionnel. Oui, c'est difficile.
est-ce que c'est vraiment le dernier film? Parce qu'on peut très bien réapparaître, pour ne pas dire se réincarner ou ressusciter. Et puis, je me souviens d'une chose, j'étais il y a quelques années à Srinagar, et donc au Cachemire, en Inde, et puis en me baladant dans le bazar, quelqu'un m'a demandé si je voulais voir le tombeau du Christ. Et puis, bon, moi j'étais un peu étonné, je ne connaissais pas l'histoire, mais je l'ai apprise sur place. Et donc on m'a montré un tombeau. Il est vénéré de Ben Youssouf, qui est vénéré par les musulmans, les hindous, qui vont en pèlerinage. Et puis, on m'a montré même gravé les soi-disant stigmates des pieds du Christ. Et puis on m'a dit, mais si vous voulez, il y a le conservateur du musée de Srinagar, un monsieur Salem, qui en sait beaucoup plus. Alors j'ai rencontré monsieur Salem, et lui, le plus sérieusement du monde, il m'a dit, je suis un descendant de Jesus Christ. Et j'en ai des preuves, il m'a montré de vieux manuscrits, et puis il m'a expliqué que à ce moment-là, eh bien, voilà, la mise en croix, c'était assez courant, et puis ensuite, les gens n'en mouraient pas nécessairement, donc son corps a été placé dans une grotte qu'on appelle le Saint-Sépulcre, mais à l'époque, les gens voyageaient beaucoup, il y avait moins de frontières qu'aujourd'hui même, et puis le Christ, déjà, il avait emprunté, pendant une vingtaine d'années, il y a un trou dans sa vie, entre 15 ans et 30 ans. Et il avait emprunté, me racontait-il, le chemin des caravanes, et puis il a décidé de refaire ce voyage, parce qu'il était déjà allé une fois jusqu'en Inde. Certains disent qu'il est allé jusqu'au Ladakh, sinon au Tibet. Et alors, après sa mort, avec Marie-Madeleine, un de ses disciples, Thomas, sa mère Marie, eh bien, ils sont partis à travers la Mésopotamie. Ils se sont arrêtés dans une ville qui se trouve aujourd'hui au Pakistan, mais qui s'appelle Mari. Et je suis allé à Mari, c'était au nord d'Islamabad. Et là, on prétend qu'il y a le tombeau de Mari. Et après, il est allé au Cachemire, et il s'est installé au Cachemire. Il est devenu berger, il a pris femme, il a eu de nombreux enfants, et puis il est mort à Srinagar, d'où son tombeau. Et le gars qui m'a raconté ça, il y croyait dur comme fer. Et moi, comme je m'étais des doutes, il me disait, mais d'ailleurs, il était accompagné de Thomas. Eh bien, qui a christianisé le sud de l'Inde? C'était celui que les catholiques appellent Saint Thomas. Et aujourd'hui, à Madras, vous avez une cathédrale qui a été visitée par le pape, qui est la cathédrale de Saint Thomas, où se trouve, et c'est reconnu par l'Église, le tombeau de Saint Thomas. Bon, je me suis mis un peu à disserter et puis à extrapoler à partir de ce film, mais enfin, on peut toujours rêver, se poser la question. Oui, c'est très bien. Si Raoul Ruiz était là, je pense qu'il aurait directement fait peut-être un film de ça. Non, mais je ne voudrais pas sur mon dernier film. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je dirais, c'est mon dernier film. J'ai eu beaucoup de films inachevés, donc j'essaye quand même d'en terminer, mais disons comme nouveau projet et comme tournage, en principe, non, j'ai arrêté. Mais tu n'es pas obligé, hein, c'est pas parce que t'as... Je ne suis pas obligé. Non, tu n'es pas obligé de ne pas en faire. Je ne suis obligé à rien. Voilà. Bah si, se sentir tenu par sa promesse. C'est un dernier film, il est raté. J'ai toujours le sentiment d'échec quand j'ai terminé un film. Je n'ai pas fait ce que je voulais faire, je ne suis pas arrivé à faire ce que je voulais faire. Voilà, c'est un sentiment normal, ça. Et en général, parce qu'on n'est pas satisfait, on en fait un autre après, et puis un autre. Mais donc voilà. Quand j'ai fait le dernier plan, là, ce que j'appelle le dernier plan, moi, juste après, j'avais le sentiment que c'était raté, qu'il fallait en refaire une deuxième prise, comme on dit, mais comme je suis une espèce de mystique de la première prise, j'ai dit non, voilà, il faut le garder comme c'est. Tant pis.
pour tout ce qui n'est pas là, tout ce qui est erroné. Mais c'est vrai que déjà même le film a un peu difficile à se terminer, parce qu'il y a plusieurs fins, comme vous avez vu. Hein. Et ça, c'est un procédé qu'on peut retrouver dans d'autres films. Un procédé un peu wagnérien, j'appelle ça. Donc, la fin qui ne se termine pas, ou qui se rallonge. Est-ce qu'il a même un début, ce film? Comment? Est-ce qu'il a même un début, ce film? Oui, il y a aussi beaucoup de débuts, oui. Il y a beaucoup de choses qui recommencent, oui. C'est un procédé qu'on retrouve dans beaucoup de mes films. Je voulais vous dire un grand merci pour ce film que j'ai trouvé très courageux et très honnête. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fabuleux dans votre rapport au cinéma. C'est que vous encouragez le devenir artiste de vos amis et de votre entourage, en les invitant à se mettre en scène dans votre travail. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose de stimulant et d'encourageant par une sorte de contamination bénéfique, justement, de la fictionnalité dans le domaine de la réalité. On voit que vous êtes dans cet entrelac entre fiction et réalité. Et finalement, j'aimerais rebondir sur le sonner faux. En demandant à vos amis de rejouer des scènes qui pourtant partent d'un sentiment sincère, bien sûr que ça peut sonner faux, ça prend le risque de sonner faux, mais malgré tout, il y a un don, il y a une relation véritable de don qu'on sent très forte qui s'installe à travers ce dispositif, somme toute artificieux, et qui prend le risque de jouer, de rejouer, quitte à surjouer, mais toujours quand même avec un souci de netteté. Enfin, le sonner faux n'est pas un malheureux accident du film, c'est plutôt la condition de possibilité même de votre manière de travailler. Alors, le temps des cerises, du coup, trouve sa justification par rapport à ce que vous avez dit, d'une sorte de démarche de démocratisation de l'art. Donc là, l'utopie politique portée par le temps des cerises serait, sans que tu l'aies voulu cette fois, un Boris Lehman politique. Le temps d'harmonie de Signac. Signac, non? Le temps d'harmonie. Quand même sur le dernier, ce qu'on voit, les morts qu'on voit, c'est les morts de bobines de pellicule. Et dès le départ, si tu filmes une bobine qui est en train de brûler ou qui est en train d'être jetée, je veux dire, il y a paradoxe, puisque le film qui meurt sert aussi à faire un nouveau film. Donc il pourra y avoir un après-dernier. Il n'est pas mort, quoi, c'est ça. Oui, tu as raison, oui. Je filme ma propre disparition, c'est bien ce que je fais. Donc, si je disparais sans filmer, c'est pas pareil. Donc, il reste quelque chose, mais bon, ce quelque chose va aussi disparaître. Donc, on recule chaque fois le problème. Oui, à cet égard, quand même, le dialogue avec le photographe aveugle est assez prégnant là-dedans, et en même temps, on pourrait dire que tu es partagé entre l'adhésion à ce qu'il dit, à savoir une sorte de discrédit sur le visible, puisque c'est sa situation. Il dit ce qui compte, c'est pas ce qu'on voit, c'est l'invisible, et en même temps, tu ne renonces pas à ce visible. Donc il y a une sorte lui, il fait du visible, mais pour les autres. Donc il y a quelque chose qui fonctionne, il me semble, sur la question du renoncement du noir. D'ailleurs, tu parles beaucoup de trous noirs. D'ailleurs, dans le petit film de tout à l'heure également, il y avait les trous noirs. Et ils reviennent ici. Bon, en même temps, les trous noirs, comme on le sait, plus ou moins en astronomie, c'est plutôt dynamique, c'est pas du vide. C'est de l'énergie, justement. Donc, tout n'est pas perdu. D'ailleurs, autre chose, attends, je te redonne, mais ça, je pense à cause du... Est-ce que le film
a-t-il jamais commencé, disait monsieur. Il est vrai que le début du film, et en particulier dans le dialogue avec le photographe aveugle à la terrasse, il dit, il paraît que tu t'es fait enterrer. N'est-ce pas? Donc tu es déjà de retour. Donc le film est entièrement postérieur à l'enterrement, la mort, etc. Donc en ce sens, le récit, c'est un flashback. Et plus encore, à l'aveugle, il montre des photos de la crucifixion, il porte la croix, et puis de la résurrection, il est un ange, hein, il est 2 fois ange. Hein. Oui, il met toutes les cartes de son côté. En jouant de diverses croyances, de divers rituels, en fait pour te prémunir. Parce que la chronologie est dépassée, la chronologie normale. Je suis un peu au-delà de ça. Donc, enfin, ça revient avec ce que je disais au début, ce sont des possibles. Ça aurait pu être ça, ou ça pourrait être comme ça. C'est plutôt un film au conditionnel qu'au présent ou au passé, ou au présent ou au passé. C'est plutôt au conditionnel, dirais-je. Juste une dernière question, enfin pour ma part. Sur la voiture qui est à la tête du cortège musical, il y avait écrit « Sans couronne, ni fleurs, ni rabbin ». Et vous parlez aussi d'une mystique de la première scène, de la première prise. Alors je me demandais, voilà, vous considérez qu'il y a une dimension spirituelle dans votre pratique ou votre art? C'est un peu large comme question, mais... C'est toujours dit un peu avec ironie, hein, ce que je dis. Bon, il faut le prendre à la lettre et puis pas à la lettre. Oui. Donc j'ai mélangé un rituel juif qui est la toilette et l'emballage dans un drap rituel. Et il y a un semblant de rituel égyptien quand on enterre et qu'on met les sculptures dans la terre. Donc j'ai un peu mélangé différentes croyances ou non-croyances. Voilà, je pense qu'on voit bien que c'est des citations, que c'est tout. Il y a des couronnes quand même qui flambent. Hein, au 10e degré. Mais mes vêtements flambent vraiment, oui. Et ce sont mes propres vêtements qu'on voit dans mes autres films. Et beaucoup d'amis qu'on voit au cortège funèbre, on les voit dans les autres films, enfin si on les connaît. Donc il y a quand même cette phrase où je dis j'ai commis l'irréparable. Il y a quand même les boîtes de films sont les vraies boîtes de films. Est-ce que il n'y a pas des pellicules 35 mm? J'ai fait un film en 35 mm. Parce qu'il y a beaucoup de 35 mm. Non. Non, mais ça pourrait provenir des dépôts de la cinémathèque qu'on a cité tout à l'heure. Oui. Plutôt que de brûler tes propres films. T'es pas méfiant pour dessous. Hein? T'es pas méfiant pour dessous. Oui. Mais donc je vois que la question est est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est vrai? On se pose la question et on répond tout est faux, c'est ça? Non. Tout est joué en tout cas. Oui. Mais évidemment que ça ne me gêne un film pas. qui brûle, il brûle vraiment, et les casquettes, les manteaux aussi. Oui. Oui, mais ça aurait pu être des vêtements. Enfin, on est sans arrêt là-dedans, n'est-ce pas? Acheter au marché aux puces, ça marchait aussi. Tu es enterré au jet de la terre, Oui. et puis il y a un contre-champ sur ta sculpture, et puis on finit de remplir. Oui, bien sûr. Donc bon. Je suis là. Ouais. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon double? Voilà. Donc c'est pas tellement un film joyeux alors. Ça va. Ah, il l'est moins que le suite tout à l'heure. Oui. Tout de même, il y a une certaine léger. gravité, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un de tes films joie de vivre, comme ça, rencontre avec les gens, tandis qu'ici, c'est un peu plus
difficile. Enfin, d'abord, il y a une performance physique, comme tu l'as dit, c'est vrai, il y a le sacrifice de soi, et puis il y a les rituels, comme exorcisme, tentative de se sauver de ce sacrifice. Enfin, il y a un jeu autour de ça, mais qui est beaucoup plus sérieux que celui de rencontrer des gens. Oui. Ceci dit, il paraît que la mort n'est si terrible que parce qu'on... C'est toujours la première fois. Là, tu t'es entraîné, donc ça sera moins terrible. Donc c'est là où il est parjure de son principe d'un seul plan, une seule fois, hein, puisque là, tu seras obligé de rejouer. Mais non seulement il s'est entraîné, mais il a entraîné ses amis aussi. Hein. Oui. Mais ses amis s'en réjouissaient. Hein. Je me souviens quand même de gens qui me téléphonaient en disant « Et toi, tu vas pas à l'enterrement de Boris ?» etc. à l'avance. Hein. Mais je pense que quand je serai mort, le film aura un autre sens. Sans doute, mais il en prendra un autre sens. Disons qu'il y aura certaines hypothèses qui seront... On pourra vérifier. Mais tous les autres aussi, hein, je te signale, je veux dire, c'est pas ce film-là qui va changer de sens. C'est pas... Oui, les films où tu te fais crucifier vont aussi changer de sens. Je pense. Bien. Est-ce que On clôt là-dessus. monsieur qui avait suivi tout le cycle, vous avez un mot de conclusion? Vous êtes le seul. Avec Boris. Ah non, avec monsieur. Voilà, alors les gens qui ont tout vu, parce que c'est une expérience. Ah, vous avez plus Il a son train à prendre. Il y a son train, moi aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous avez encore... Ah oui, 11h30 quand même. Il est 11h15. Ah oui. Au revoir à Boris. D'accord. Vraiment, merci. Très ému, très touché. Voilà, alors parce que vous avez mon adresse maintenant. Voilà, j'ai l'impression d'être mort avec vous, c'est terrible. Merci, bonne soirée. Oui, alors on remercie tout le monde, et en particulier Boris Lehman.